Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence donc, pour ce webinaire organisé avec, la centrale d'achat CAIH sur, en fait, la priorisation des, vulnérabilités dans les systèmes d'information de santé. Pendant tout le long de la présentation, si jamais vous avez des questions, si jamais il y a le moindre question, vraiment, faut pas hésiter, même pour des remarques sur le chat. En fait, il y a un petit chat sur, Livestorm. N'hésitez pas à vous en servir, mettez vos commentaires, dessus et en fait, on fera en sorte d'y répondre pendant tout le long de la présentation. Cette présentation est enregistrée, elle sera également rediffusée derrière si jamais il y a besoin de quoi que ce soit et on vous enverra aussi donc les slides plus le lien vers la présentation avec grand plaisir à la fin de cette réunion. Ce webinaire donc qui va être orienté sur la priorisation des vulnérabilités avec des méthodes modernes et notamment la méthode MITRE-ATT&CK va durer entre 30 et 45 minutes et si jamais vous avez des questions, encore une fois, donc n'hésitez pas, sinon il y aura une petite session aussi à la fin de la réunion. Alors, si jamais je me présente très brièvement, donc je m'appelle Maxime Adéline, je suis ingénieur spécialisé donc dans la gestion des vulnérabilités. J'ai déjà publié plusieurs vulnérabilités aussi dans des bases comme la base NVD, qui est la base des CVE, donc j'ai déclaré quelques CVE. J'ai aussi déclaré des vulnérabilités dans plusieurs programmes de bug bounty et je suis un des cofondateurs de la société CyberWatch qui anime ce webinaire aujourd'hui, qui est depuis le 31 mai 2022 une filiale du groupe Framatome. Donc CyberWatch maintenant c'est une filiale du groupe Framatome qui travaille notamment sur la partie gestion de vulnérabilité, contrôle de conformité pour cette grande maison. Aujourd'hui, le plan est le suivant. On va parler donc de tout ce qui est priorisation avec la méthode MITRE-ATT&CK, mais comment on va aborder ce sujet-là? Déjà en fait pourquoi il faut prioriser les vulnérabilités, on va regarder en quoi c'est important. Ensuite, on va parler des méthodes un petit peu plus classiques de priorisation qui fonctionnent en fin de compte assez bien avec le score, notamment CVSS. Et derrière, on parlera de la partie MITRE-ATT&CK, qui est une méthode de plus en plus utilisée dans le monde et qui va dépendre aussi qui va être plus ou moins facile à utiliser pour vous en fonction des outils que vous avez déjà chez vous. On verra en fait que la force du MITRE-ATT&CK, c'est de créer une sorte de langage commun à différentes solutions de sécurité informatique et que nous, donc, avec CyberWatch, on sait parler cette langue-là. Et là, si vous avez des SIEM, par exemple, qui sont déjà compatibles, alors là, vous tirerez énormément de valeur de tout ça. Donc, pourquoi il faut prioriser? Quelles sont les méthodes qui sont classiquement utilisées? Comment bien les utiliser? Puis la partie MITRE. Pourquoi il faut prioriser les vulnérabilités déjà? Ben, je vais pas rentrer dans les détails sur ce que c'est une vulnérabilité, notamment une CVE, mais si jamais on regarde, l'actualité technique de la sécurité informatique, en fait, à peu près tous les jours, il y a 50 vulnérabilités qui sont, publiées en moyenne. Voilà, c'est vraiment la grosse moyenne en termes de statistiques. C'est chaque jour, 50 nouvelles vulnérabilités. Ça dépend des jours, c'est pour ça que c'est un chiffre moyen. Là où les pics sont en général atteints, c'est lorsqu'il y a les fameux patch Tuesday de Microsoft comme aujourd'hui justement. Et ce qui est intéressant, c'est que ces vulnérabilités, il y en a en continu. Il y en a tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y en a certaines qui font plus de bruit que d'autres, notamment une des plus connues ces derniers temps, c'est la faille Log4Shell, qui date de décembre 2021 et qui fait encore un petit peu parler d'elle en ce moment. Une CVE, donc ça va être au cœur du sujet de notre présentation parce que c'est ce qui rythme votre actualité en tant que RSSI finalement. C'est tous les jours, donc il y a de nouvelles failles qui sont découvertes dans des logiciels que tout le monde utilise. Ces failles, elles sont référencées dans des bases qui sont publiques. Ces bases publiques, notamment, donc il y a la base du NVD et dans ces bases-là, elles sont référencées avec un numéro d'identification unique qu'on appelle le numéro CVE et qui en fait veut dire Common Vulnerability and Exposure. C'est tous les codes barres de toutes les vulnérabilités qui sont publiées comme ça au quotidien. Et c'est important donc de faire une veille par rapport à ces vulnérabilités parce que comme elles sont rendues publiques, ce qui se passe, c'est qu'elles peuvent être utilisées contre vous. On en parle en plus beaucoup dans l'actualité, c'est-à-dire que c'est vraiment tous les jours, il y a des petites armes comme ça qui sont documentées finalement sur internet et il y en a même certaines maintenant qui ont des petits logos comme, par exemple ça c'était en fait, Heartbleed, ça c'est Eternal Blue, donc Eternal Blue c'était celle qui était derrière l'attaque de WannaCry. 2 autres qui étaient assez connus, c'est Spectre et Meltdown qui étaient liés à des attaques sur les microprocesseurs et donc vraiment les vulnérabilités, il y en a énormément dans l'actualité.
Le nombre de vulnérabilités, je vous disais qu'il y en a à peu près 50 par jour. C'est depuis 2017 avant et le rythme était un petit peu plus faible, mais en fait, c'est parce que le processus de publication des vulnérabilités a été modifié et depuis 2017, ça a vraiment explosé parce que c'est tout simplement plus facile de déclarer de nouvelles vulnérabilités dans le monde. Il y a aussi beaucoup plus qu'auparavant de vulnérabilités qui ont des kits d'attaque publics disponibles pour une raison qui est toute bête, c'est que publier des vulnérabilités, c'est des choses qui sont de plus en plus pratiques parce qu'il suffit de trouver des logiciels un peu utilisés dans le monde, de chercher une vulnérabilité dedans et après de la publier et hop, on a une référence CVE. La mode aussi, le côté chercher en sécurité informatique, c'est de publier des kits d'attaque en fait pour pouvoir utiliser ces vulnérabilités-là parce que ça fait bien sur les CV, ça fait bien de dire sur un CV, soit j'ai trouvé une vulnérabilité, soit j'ai trouvé une vulnérabilité et j'ai même mis en ligne un kit d'attaque qu'on appelle un exploit. Et donc, si jamais je résume, il y a de plus en plus de vulnérabilités qui sont publiées. Il y a aussi de plus en plus de kits d'attaque qui sont publiés, qui sont faciles à utiliser. La conséquence, c'est que ça fait que c'est de plus en plus facile de faire une attaque informatique à l'aide des vulnérabilités disponibles. Et en plus de ça, c'est de plus en plus facile de lancer des attaques de manière industrialisée parce que, en fait, les petits kits d'attaque dont je vous parlais juste avant, les exploits, on peut les utiliser de manière automatisée. La combinaison des 2, en fait, ça fait qu'il y a beaucoup donc de vulnérabilités. Le sujet, c'est finalement comment je peux faire attention aux vulnérabilités qui méritent vraiment mon attention dans tout ça. C'est-à-dire finalement comment parmi la quantité de vulnérabilités qu'il y a sur le marché, quelles sont celles qui méritent vraiment que je m'en occupe aujourd'hui. Parce que vraiment, parmi les 50 vulnérabilités qui sont publiées chaque jour, il y en a certaines, bah, en fait, même une bonne partie, où finalement vous pouvez vivre avec. C'est des petites grippes, c'est pas grave. Les vulnérabilités, par contre, c'est quand même un vrai sujet parce que même des cabinets comme Gartner le disent. C'est une phrase que vous verrez souvent si jamais vous suivez nos webinaires. En fait, 99% des vulnérabilités exploitées sont des vulnérabilités qui sont déjà connues des professionnels au moment de l'incident. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que les gens ne cherchent pas à innover, ils cherchent à utiliser juste des choses qui sont efficaces, d'où l'intérêt d'utiliser des kits d'attaque, les fameux exploits. Et donc, finalement, comment on fait pour utiliser des méthodes classiques? Déjà, c'est quoi les méthodes aujourd'hui recommandées pour prioriser ces risques-là? Et ben, en fait, la méthode la plus classique que vous connaissez certainement toutes et tous, c'est la méthode du CVSS, le Common Vulnerability Scoring System, qui attribue une note de 1 à 10 sur les vulnérabilités. Cette note-là, elle est donnée directement par les autorités. C'est-à-dire que si je vous montre, par exemple, pour la CVE 2021 44228 des, du NVD, donc le site un peu qui fait foi au niveau des vulnérabilités comme ça. En fait, là, par exemple, ils vont dire que cette vulnérabilité-là, donc qui est derrière la vague, en fait, c'est la première de la série Log4Shell, et bien, en fait, ils vont dire qu'il y a un score ici qui vaut 10. Ça, c'est le score CVSS. Ce qui est intéressant ici, en fait, c'est que les gens, la plupart, en fait, des personnes qui travaillent dans la sécurité informatique vont dire, c'est le score de la vulnérabilité. C'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est le base score de la vulnérabilité. C'est-à-dire que c'est le score de base de la vulnérabilité selon le standard CVSS. Et en fait, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que le score CVSS, si on le prend de manière complète, si on utilise le standard complet, donc CVSS, il y a 3 composantes dedans. Il y a la composante qui s'appelle le base score, qui finalement donc est celui qu'on vient de voir et qui est fourni par les autorités. Ensuite, il y a le score temporel et le score environnemental. Le score temporel, il dépend pas de vous. Le score temporel, c'est une métrique en fait qui repose sur est-ce que la vulnérabilité, elle est vraiment sérieuse, est-ce qu'elle est réellement utilisée dans le monde ou pas. Et ça, en fait, la manière la plus simple de le représenter, c'est d'utiliser une des métriques du score temporel qui s'appelle Exploit Code Maturity. Autrement dit, donc la maturité des codes disponibles en matière d'exploits sur Internet. Les exploits, on a les petits kits d'attaque, c'est-à-dire que plus il y a des kits d'attaque qui sont faciles à utiliser sur Internet, et plus cette métrique va être élevée. Et en fonction de cette métrique-là, le score de la vulnérabilité va être légèrement modifié. Par exemple, on va passer de 8.3 sur 10 à 8.1 sur 10. Ensuite, il y a l'autre composante du CVSS-V3, donc le score environnemental, qui là repose sur vous et plus précisément sur chacun de vos actifs. En fait, ça vous permet de dire, j'ai une zone de mon système d'information où je vais avoir des enjeux plus ou moins élevés en matière de disponibilité, intégrité et confidentialité, et puis je vais avoir une exposition réseau plus ou moins élevée.
Et en fonction de ces critères-là, vous allez pouvoir donc les renseigner dans le score CVSS et en faisant ça, la vulnérabilité qui démarrait avec un score de base à 8.3, revu finalement en score temporel à 8.1, va par exemple passer à 6.3 sur 10 sur un actif qui va avoir des enjeux faibles en matière de disponibilité, intégrité et confidentialité. À l'inverse, si jamais on mettait des enjeux élevés, eh bien en fait, le score serait plus important. Il passerait par exemple à 8.7 ou 9 ou des choses comme ça. Et donc finalement, le score environnemental, c'est ce qui va vous permettre de refléter les différentes zones de votre système d'information, les différents actifs de votre système d'information. Et le score temporel va vous permettre de représenter est-ce que la vulnérabilité, c'est réellement quelque chose où les gens vont s'en servir contre moi? Tandis que le score de base qui est trop souvent vu en fait comme le score tout court de la vulnérabilité, et ben en fait le score de base, c'est vraiment juste une donnée d'entrée de base fournie par les autorités pour dire bah, cette vulnérabilité, voilà ce qu'elle vaut à peu près dans le monde. Mais c'est important d'utiliser les 2 autres critères également pour faire une bonne analyse des risques. En fait, autrement dit, le score CVSS version 3 points, donc c'est ce standard-là, et bien, en fait, le score de base, qui est encore une fois donc trop souvent vu comme le score tout court, mais en fait, c'est juste un score théorique. Il faut pas se limiter à ce score-là, parce que sinon vous allez vous dire qu'en fait, tous les jours, parmi les 50 vulnérabilités qui sont publiées, tout est grave. Et en fait, c'est pas le cas. Si jamais vous rajoutez une veille sur est-ce que la vulnérabilité est réellement utilisée ou pas, vous allez avoir un score temporel qui va être modifié. Si vous prenez en plus en compte le score environnemental, donc pour chacun de vos actifs, vous refaites votre petite analyse de risque, et bien en fait, vous allez voir que finalement, la plupart des vulnérabilités, même qui ont un niveau supérieur à 8, par exemple, vont passer en dessous des 6 sur 10. Et là, ça vous permet de sortir un peu la tête de l'eau et d'avoir une approche où finalement, vous triez ce qui compte par rapport à ce qui ne compte pas et vous verrez qu'il y a énormément de vulnérabilités où en fin de compte, vous pouvez encore attendre un petit peu, vous pouvez mettre votre énergie ailleurs. Si jamais je devais vous donner une recommandation assez simple qui s'applique à tous les systèmes d'information, y compris finalement les systèmes d'information de santé, c'est en fait, vous pouvez assez facilement en général dire: «Ça, c'est mes actifs qui sont peu critiques et ça, c'est mes actifs qui sont critiques». Typiquement, les actifs les moins critiques, ça va être ceux qui, si jamais ils tombent, bah, c'est pas grave. Et dans ce cas-là, le mieux, c'est de dire sur cette zone-là de votre système d'information, les critères disponibilité, intégrité et confidentialité, vous allez les mettre avec des enjeux à faible. Les actifs critiques, c'est ceux qui dans un système d'information de santé, c'est ceux qui concernent justement, bah, les informations des patients ou alors, ceux qui font que si jamais il y a un problème dessus, vous ne pouvez plus finalement délivrer le service de soins. Ces actifs qui sont critiques, vous pouvez mettre leurs enjeux de disponibilité, intégrité et confidentialité à un niveau élevé et le reste, quand on ne sait pas si jamais c'est critique ou pas critique, quand finalement on dit: «Bah, finalement le reste je ne sais pas», le plus simple c'est de laisser les valeurs de base qui sont à un niveau moyen par défaut dans le standard CDSS et une fois que vous avez fait ça, vous prenez une recommandation toute bête. C'est une fois que vous avez défini donc vos enjeux de disponibilité, intégrité, confidentialité, donc à faible sur les actifs les moins critiques, à élevé sur les actifs critiques et le reste vous laissez à moyen, vous filtrez tout ce qui dépasse 7,5 sur 10 en prenant bien sûr en compte aussi le score temporel du est-ce qu'il y a des exploits qui sont faciles à utiliser ou pas? Si jamais vous faites ça, et ben en fait, ça éliminera à peu près 90 des vulnérabilités de votre système d'information. Il restera que 10, c'est vraiment la partie la plus importante et ça fait que vous allez passer peut-être de millions de vulnérabilités présentes sur tout votre système d'information à beaucoup moins de vulnérabilités. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir une approche comme ça vous permet de sortir un peu la tête de l'eau et finalement ça vous permet d'avancer donc sur le sujet de la gestion des vulnérabilités plutôt que de juste avoir une liste de problèmes qui ne fait qu'augmenter au quotidien. Donc ça, c'est ce qui est important vraiment en recommandation simple à utiliser pour le score CVSS. Si jamais maintenant on va un petit peu plus loin et qu'on passe à une analyse de la menace, donc avec notamment la méthode Mitrattack par exemple, eh bien comment on peut faire ça et déjà à quoi ça sert? En fait, les personnes qui veulent aller encore un petit peu plus loin dans les analyses de risque vont vous dire: «OK, là j'ai mes vulnérabilités, mais finalement j'aimerais bien avoir une liste qui me permet de regarder non pas seulement une vulnérabilité dans son coin, mais surtout comment je vais pouvoir l'utiliser de manière combinée à d'autres vulnérabilités». Autrement dit, comment je peux faire une analyse combinatoire liée à la présence de plusieurs CVE dans mon système d'information. Et en fait, le Mitre-Attaque sert à ça, alors que le CVSS, on a vu, c'est une vulnérabilité par rapport aussi à son utilisation dans le monde.
sur une zone du système d'information, sur un actif. Et ben en fait, le Mitre Attack donc a été inventé en 2013, justement pour essayer d'apporter cette, approche combinée de l'utilisation de plusieurs vulnérabilités. Historiquement, c'était fait pour étudier les systèmes plutôt Windows en entreprise et en fait, après ça a été étendu avec les environnements Linux, macOS et maintenant vous avez même la partie mobile et la partie environnement industriel. Vous pouvez aller sur leur site officiel en fait, donc il y a un site officiel du Mitre Attack, si mais je vous montre, hop, le Mitre Attack. Donc c'est ça, donc c'est attaque.mitre.org. Je vais mettre le lien aussi ici, voilà, dans le chat. Et donc en fait, le Mitre Attack, c'est un site sur lequel on va avoir énormément d'informations là-dessus. Alors je vais vous montrer un petit peu déjà à quoi ça correspond. Donc le Mitre Attack, c'est pour résumer une représentation d'un chemin d'attaque utilisable sur le système d'information qui est étudié. Ici par exemple donc un système d'information de santé. On va voir après comment justement on rajoute la partie critères de santé. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez décomposer, en tout cas le Mitre décompose une attaque informatique réussie en 14 étapes d'attaque, qu'on représente donc de gauche à droite ici, avec une phase de reconnaissance, après accès initial, l'exécution, le maintien des accès, une élévation de privilèges, etc., jusqu'à la partie impact final. Finalement, c'est comment je fais pour placer la bombe, puis comment je fais pour la faire exploser. Et ça représente ça, en fait, donc le Mitre attaque. Alors, il y a une question dans le chat de Jean-Louis, donc je répondrai juste après là-dessus, justement. Sur la partie Mitre attaque, en plus de ça, donc là, c'est vraiment ça représente les 14 étapes d'une attaque informatique. Il y a eu une classification qui a été faite de 188, donc il y en a beaucoup, 188 techniques ou méthodes d'attaque. En fait, ça veut dire que chacune des différentes 14 étapes, et ben, en fait, elle peut être réalisée de plusieurs manières. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de la bombe qui arrive puis qui explose, et ben, en fait, c'est les différents ingrédients de la bombe qui vont être représentés ici, avec des petites cases qui sont plus ou moins obscures d'ailleurs, donc je vous recommande de pas trop vous concentrer là-dessus. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est il y a des techniques ou des méthodes d'attaque qui servent à accomplir chacune des étapes d'une attaque informatique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on va pouvoir projeter toutes nos vulnérabilités, toutes nos CVE sur cet espace-là du Mitre attaque. On va regarder comment on fait ça. Donc, on prend une vulnérabilité de base, donc une CVE, par exemple, comme la CVE 2022 21 994. Je vois qu'elle a un score de 7,8 sur 10. Moi, je vois donc le score de la partie CVE comme ça. Et en fait, ce qui va m'intéresser ici, c'est la catégorie de la vulnérabilité. Cette catégorie, en fait, elle est aussi standardisée, elle est aussi normée. On appelle ça une catégorie CWE pour en fait une faiblesse. Le W ici, c'est weakness. Et en fait, on va regarder sa catégorie qui est d'ailleurs attribuée par le Mitre, enfin, en fait par le NVD, c'est-à-dire qu'en fait, si on regarde, donc c'est la CVE, on a dit, c'est la CVE 2022 21 994. En fait, si jamais on va sur le site du NVD, eh bien, en fait, vous avez directement les informations sur la vulnérabilité et sa faiblesse associée. Donc, la catégorie de la vulnérabilité, ici, on le voit, c'est le CW. Il y a aussi une base d'ailleurs des CW comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette CW, cette catégorie, eh bien, elle va nous donner des informations sur ce qu'on appelle des CAPEC. Les CAPEC, c'est des schémas d'attaque. C'est-à-dire qu'en fait, ça va vous permettre de dire, bah, ce type de vulnérabilité, là, le type CW269, il est utilisé, il est associé à 3 schémas d'attaque différents qu'on appelle des CAPEC. Donc, il y a la CAPEC 122, la CAPEC 233 et la CAPEC 58. Pour chaque CAPEC, ensuite, il y a un site associé aussi. Donc, je vous montre. Hop. Pour chaque CAPEC, hop, touc. Par exemple, ici, je peux prendre donc les différents CAPEC. Pour chaque CAPEC, donc, il y a aussi un site associé aux différents CAPEC. Vous avez toutes les informations pareilles. Vous avez tous les détails comme ça. Voilà. Et donc, il y a un site qui permet de faire le pont entre les catégories CW et les CAPEC qui sont donc les schémas d'attaque. Et après, à partir de ces CAPEC, eh bien, finalement, on va pouvoir passer aux techniques. C'est en fait, il y a une section qui s'appelle cartographie de la taxonomie, donc les différentes catégories. On va pouvoir trouver, donc, par exemple, la partie attaque. Si jamais je vous montre ici, alors, voilà, on le voit ici avec
l'entrée 1548 du MITRE-ATTAC. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que finalement, on est passé donc de la CVE à sa CWE. À partir de la CWE, on a atteint des CAPEC et à partir des CAPEC, on a atteint la classification MITRE-ATTAC. C'est un peu fastidieux, j'en conviens, c'est pour ça que moi je recommande de l'automatiser ce processus-là, mais ça veut dire que finalement, pour chaque CVE, eh bien, en fait, à l'aide de la catégorie, on peut en déduire les CAPEC, à l'aide des CAPEC, on peut en déduire les les techniques d'attaque, et ça nous permet après de faire donc le pont entre la partie CVE et la partie MITRE-ATTAC. Pour chaque CVE, sur chaque actif du système d'information, on prend donc les techniques qui sont liées à la CVE et on fait la somme en fait de toutes les techniques liées à toutes les CVE du système d'information, et à chaque fois, on met le chiffre, la somme correspondante, on met ça dans chaque case du MITRE-ATTAC. Et à la fin, en fait, les cases qui vont être les plus, avec les sommes les plus élevées, elles vont être mises en rouge, tandis que les cases qui sont avec des sommes un peu plus faibles, il faut les mettre normalement en jaune. Vous avez le choix là-dessus. Et ça vous permet en fait de représenter un chemin d'attaque un peu plus chaud que le reste dans le système d'information. Ça vous permet en fait de représenter les cases qui sont utilisables avec une faible probabilité et les cases qui seront utilisables avec une forte probabilité. Et ça vous permet en fait de tracer un chemin potentiel de gauche à droite pour faire une attaque informatique chez vous. Si jamais vous avez du rouge de gauche à droite, c'est pas terrible. Si jamais vous avez du rouge par endroit, bah, dans ce cas, vous êtes un peu comme tout le monde, tout va bien. Et en fait, l'intérêt surtout du MITRE-ATTAC, c'est pas juste de s'arrêter là. L'intérêt en fait du MITRE-ATTAC, c'est que MITRE, sur le site du MITRE-ATTAC, vous donne aussi en fait des menaces APT. Si jamais je vous montre, sur le site du MITRE-ATTAC, vous pouvez aller dans la partie groupe. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous avez ici une cartographie de toutes les menaces en fait qui ont été recensées par le MITRE-ATTAC. C'est une cartographie qui est mise à jour d'ailleurs de manière assez régulière. Et derrière, ça vous permet notamment, hop, alors il y a une cartographie que vous pouvez utiliser pour jouer un petit peu comme ça en ligne. Vous pouvez taper MITRE-ATTAC Navigator. Et en fait, vous pouvez dire, bah finalement, moi ce qui m'intéresse, c'est de projeter donc sur cette carte, je vais pouvoir projeter une de ces menaces. Par exemple, je vais pouvoir dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est APT 31, donc je tape APT 31, et je vais pouvoir mettre en avant les cases liées à APT 31, dont notre nom aussi d'ailleurs au niveau international, c'est Zirconium. Donc, à quoi ça sert tout ça? J'ai dit qu'on pouvait tracer finalement le chemin d'attaque utilisable statistiquement dans votre système d'information. Et là, en fait, je viens aussi de vous indiquer qu'on peut représenter des menaces qui sont utilisés dans le monde, des groupes en fait notamment de menaces dans le monde. On peut représenter aussi leurs techniques d'attaque sur la base de MITRE-ATTAC. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez derrière superposer une menace qui en fait représente vraiment une menace crédible pour vous. Vous pouvez superposer cette menace à votre situation réelle. Quand vous faites ça, si jamais il y a un recouvrement fort entre la menace que vous redoutez et la situation de votre système d'information, c'est pas bon signe. Ça veut dire que techniquement, la menace a de fortes chances de s'exécuter sur votre système d'information. À l'inverse, si jamais il y a très peu de recouvrement, bah dans ce cas-là, il y a peu de risques. Et ça vous permet donc de faire une étude en mode, bah finalement, la menace que je redoute, aujourd'hui, je pense que je suis plutôt bien protégé contre elle. Je peux encore dormir un peu sur mes lauriers. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il faut savoir que vous avez de plus en plus d'organismes étatiques ou même en fait peut-être de services de souscription, de veille que vous utilisez déjà, qui en fait vous donnent les menaces par exemple liées au système d'information de santé dans un format compatible avec le MITRE-ATTAC. Ce qui veut dire que vous pouvez en fait vous abonner à des flux, vous allez recevoir des flux donc de threat intelligence notamment qui vont dire bah, ça c'est une menace en ce moment qui est active par rapport au système d'information de santé. Attention, en fait, quand ils vont vous les envoyer, ils vont vous donner les techniques d'attaque selon la classification de MITRE-ATTAC, et ça va vous permettre de projeter donc votre système d'information et la menace qui attaque des systèmes d'information de santé pour voir si jamais il y a recouvrement chez vous ou pas, justement. Donc typiquement, en fait, le MITRE-ATTAC est vraiment utile quand on est dans des analyses par rapport à des menaces qui tapent un secteur d'activité précis, notamment les systèmes d'information de santé. Alors, je vois qu'il y a aussi une autre question qui vient d'arriver, donc merci Élodie, je reviendrai là-dessus juste après aussi. Donc j'ai la question de Jean-Louis et la question d'Élodie à traiter juste après aussi.
Justement, en fait, je vais pouvoir passer donc à la question de Jean-Louis dans 1 minute, puisqu'en fait, là, sur la partie résumée de tout ce que je viens de dire, en fait, des vulnérabilités, il y en a énormément et ça génère du bruit et déjà, en fait, une manière de traiter ce bruit-là pour faire émerger le signal qui compte réellement, c'est: «S'il vous plaît, à la fin de cette réunion, commencez déjà à utiliser le score CVSS version 3 complet. Ne vous contentez plus du score CVSS fourni juste par les autorités. C'est pas un score final, c'est un score plutôt de base. Il faut vraiment le considérer comme tel, sinon vous allez toujours vous dire: «Oh là là, tous les jours, tout est grave». Non, c'est pas le cas. Il vous donne une donnée de base qu'après vous pouvez rentrer dans l'analyse globale avec le score CVSS, complet pour mener votre analyse de risque. Et si jamais vous vous dites: «Finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de regarder mon risque du point de vue purement théorique, mais mon risque par rapport à des menaces sérieuses dans mon secteur d'activité», par exemple des menaces qui frappent vos concurrents ou alors des menaces qui frappent vraiment donc la verticale métier, système d'information de santé. Eh bien, dans ce cas-là, la méthode Mitre-Attaque, elle est fort pratique. Elle a aussi un autre avantage, d'ailleurs, la méthode Mitre-Attaque, c'est que, par exemple, on peut projeter donc les données des vulnérabilités là-dedans, des données des CVE, mais la plupart des outils modernes de sécurité informatique sont capables de générer des données compatibles Mitre-Attaque, ce qui fait que vous pouvez remonter non seulement des données liées à un scanner de vulnérabilité comme nous chez CyberWatch, ou alors aussi des données liées à une analyse antivirale, par exemple. C'est-à-dire que même des EDR peuvent remonter des données pertinentes par rapport au Mitre-Attaque. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez rajouter donc des entrées venues de plein de logiciels différents qui n'ont rien à voir les uns aux autres dans une projection unique qui vous permet de faire une analyse globale. Et en fait, il y a des systèmes très performants qui proposent maintenant justement, enfin, qui sont compatibles avec le Mitre-Attaque. Alors maintenant, j'ai dit que j'allais traiter donc déjà la question de Jean-Louis sur la partie EPSS. Donc Jean-Louis, merci de l'avoir posé cette question-là, puisque effectivement, une petite remarque, c'est une nouvelle technique en fait, qui est encore en cours de rodage. Quand je dis en cours de rodage, c'est vous pouvez regarder le tout. Je vous recommande pas spécialement de vous en servir de suite parce qu'il faut encore faire attention, mais en fait, il y a une nouvelle méthode qui s'appelle l'EPSS, le Exploit Prediction Scoring System. Si jamais je vous montre, hop, donc je vais vous mettre le lien, hop, sur le chat aussi. En fait, l'EPSS qui vient d'avoir son petit logo maintenant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un groupe de travail donc au sein du FIRST et le FIRST, c'est l'organisme qui est en charge de la maintenance du CVSS. Donc c'est des gens, qui connaissent quand même bien leur métier maintenant aussi et en fait, ils vont vous donner plein d'informations sur, des vulnérabilités avec cette fois-ci un score qui est entre 0 et 100. Donc en fait, c'est un score qui est souvent exprimé en pourcentage. C'est un score qui est totalement dynamique, qui est lié à, en fait, à du machine learning. Donc en fait, il lance un petit algorithme tout bête d'intelligence artificielle qui a été entraîné sur l'historique de toutes les vulnérabilités qui ont été publiées. Ils ont essayé de se dire, bah, finalement, quelles sont les vulnérabilités qui étaient les plus dangereuses historiquement et quels sont les éléments dans la description, dans les attributs de ces vulnérabilités-là. Et après, ils se sont dit, bah, finalement, est-ce que connaissant ce qui était très grave dans le passé et les attributs des vulnérabilités qui étaient très graves, est-ce qu'on ne peut pas prédire quelles sont les chances qu'une nouvelle vulnérabilité qui vient d'être publiée soit très grave? Et ça, c'est le PSS. En fait, ils essayent de prédire les enjeux liés à une vulnérabilité précise, donc sur la base d'un modèle entraîné avec les données du passé. Et la force de ce modèle-là de l'EPSS, c'est qu'en fait, donc je vous ai dit, c'est une note qui va entre 0 et 100, donc qui est exprimée en pourcentage. En fait, si on regarde ce petit graphe qui représente les vulnérabilités des 30 derniers jours, on voit en fait qu'il y a une seule vulnérabilité qui est au-dessus de 40% en termes de score. Ce que c'est là, c'est que sur les vulnérabilités des 30 derniers jours, il y a une seule vulnérabilité, alors que je vous disais qu'il y a à peu près 50 vulnérabilités par jour, donc 50 vulnérabilités par jour multiplié par 30 jours, eux, ils font émerger une seule vulnérabilité avec un score relativement élevé. Ici, c'est la CV 2020 14 321. Ce que ça veut dire, c'est que le PSS, ça permet de faire vraiment émerger les vulnérabilités les unes par rapport aux autres, et ça trie de manière très forte aussi les différentes CVE que vous pourriez avoir. L'intérêt de l'EPSS, c'est que cette notion de score, elle est tellement, en fait, les scores sont tellement avec une variance élevée, notamment ici on voit donc qu'il y a une seule vulnérabilité qui dépasse 40, mais vous avez même plein de vulnérabilités en fait qui sont en dessous de 5. Eh bien, en fait, il y a dans le passé certaines sociétés qui s'amusaient à faire la somme
de toutes les CVE sur un système pour voir quels étaient les systèmes qui avaient les scores, en fait, les plus élevés. Ça marchait pas très bien parce qu'en fait, ça sous-entendait qu'une machine qui a 2 vulnérabilités à 5 sur 10, c'est pareil qu'une machine qui a une vulnérabilité à 10. Et en fait, ça, c'est très faux. Ça marche pas du tout. À l'inverse, en fait, ce que nous, on a vu chez CyberWatch, donc il y a le directeur technique Florian Winager qui avait fait des petites études là-dessus. On essaye de regarder si on peut pas aller plus loin là-dessus, mais en fait, le score EPSS, si vous faites la somme de tous les scores EPSS, de toutes les vulnérabilités de chacun de vos systèmes, vous pouvez faire vraiment émerger des tendances qui aujourd'hui nous semblent plutôt intéressantes pour faire émerger en fait les machines qui méritent vraiment votre attention chez vous. Autrement dit, l'approche avec le score CVSS, c'est intéressant pour voir les vulnérabilités les plus dangereuses chez vous. L'approche Mitra-Attack, c'est une approche intéressante pour voir s'il y a un risque qu'une menace que vous redoutez se produit chez vous. Le score EPSS, c'est une méthode intéressante pour voir quels sont les actifs potentiellement les plus intéressants chez vous en faisant la somme des scores EPSS. Ça, c'est notre conclusion aujourd'hui en termes d'analyse. Donc, effectivement, nous, on recommande d'utiliser le PSS aussi pour les personnes qui veulent aller encore un petit peu plus loin. Mais attention, le score EPSS, il y a encore des débats en ce moment. C'est-à-dire que le groupe de discussion de l'EPSS, il y a des gens qui se tirent un petit peu dessus et qui vont assez fort. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas encore de consensus officiel sur le marché. Ce que ça veut dire, c'est si vous êtes passionné par la sécurité informatique, si vous voulez faire des choses qui sont déjà un petit peu dans le futur, le PSS, vous pouvez regarder. Sinon, attention parce que le PSS, c'est pas encore reconnu officiellement partout. Donc, patience, peut-être encore 1 an de travail au niveau international avant que ça émerge. Pour la partie score SSVC, donc le score SSVC, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode surtout reconnue comme une sorte d'arbre de décision pour se dire: «Est-ce que je dois traiter mes vulnérabilités ou pas?» Là, faut tout de suite se dire que le score SSVC, il y a vraiment encore plus de débats sur est-ce que c'est un score qui est pertinent ou pas. C'est un score qui est très connu dans notamment les milieux des systèmes industriels parce que ça aboutit assez souvent à la conclusion du: «Ah ben en fait, je ne fais rien». Mais le problème, c'est que c'est un peu trop souvent peut-être dans une méthode, «je ne fais rien» et donc en fait, le SSVC, c'est quelque chose qui est un petit peu trop, qui aboutit trop souvent à «je reste tel quel» et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est mis un petit peu en débat. À l'inverse, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que si vous regardez le CVSS V4, le score CVSS V4, il y a des analyses en cours vers donc une nouvelle version du score CVSS et le CVSS V4, en fait, vise à mieux travailler sur la partie, analyse du coût de remédiation pour un système et donc il travaille là-dessus. Il rajoute des métriques en plus. On voit en tout cas dans les réflexions du moment, il y a l'effort de mitigation. Et aussi, en fait, bah, est-ce qu'il y a des urgences spécifiques? Donc ils essaient de travailler là-dessus. Donc notre recommandation, nous, aujourd'hui, c'est le PSS. Si vous voulez aller dans le futur, si vous voulez vraiment regarder un petit peu ce qui se fait en matière de réflexion internationale, quitte à ce que ce ne soit pas reconnu par un auditeur, vous pouvez regarder le PSS. Pour tout ce qui est méthode SSVC, ça vaut peut-être plutôt le coup d'attendre le CVSS V4. Ça, c'est pour répondre de manière complète à la question de Jean-Louis, qui en fait, on la retrouve assez souvent cette question-là donc sur les méthodes, d'analyse des risques dans les systèmes industriels. Par contre, attention, en fait, souvent on a les mêmes comportements dans les systèmes de santé puisque, ben, un IRM, Philips ou Siemens, on a à peu près en fait les mêmes problèmes en fait, que dans les systèmes industriels. C'est-à-dire que c'est pas facile de déployer des correctifs sur un matériel de santé quand l'éditeur dit, «C'est moi qui fais, attention, je dois d'abord vous donner le go» et qu'il vous donne le go 3 mois après la publication d'une KB, par exemple. Alors, maintenant, l'autre question, qui était posée, donc qui a été posée par, Élodie, c'est comment on peut automatiser, bah, ces différentes analyses. En fait, tout l'enjeu, c'est est-ce que vous êtes en mesure de faire tout ce que je vous ai indiqué ici avec, du Excel, peut-être? Parce qu'en fait, vous pouvez techniquement le faire avec Excel, hein, c'est-à-dire que le score CVSS, hop, ça là, en fait, ce que je vous montre, techniquement, vous pouvez le faire avec Excel. La partie, métrique Mitre-Attack, vous avez même un petit site, donc je vous l'ai mis, en ligne. Vous avez en fait le Mitre-Attack qui est utilisable et vous avez en fait notamment le Mitre-Attack Navigator qui vous permet aussi de projeter le tout et en fait ça travaille avec du JSON. C'est-à-dire que vous pouvez importer des données et vous pouvez, donc soit importer, soit en fait télécharger des données et donc techniquement tout ça en fait vous pouvez déjà le faire. Par contre
soit ça vous demande du temps en matière de développement ou en matière de petites macros et tout Excel pour le faire, soit vous utilisez des outils déjà, faits pour faire l'industrialisation de tout ça. Et donc, typiquement, c'est le cas de CyberWatch. C'est-à-dire qu'en fait, nous, aujourd'hui, on a une solution qui vous aide à faire la gestion des vulnérabilités, notamment la partie priorisation. C'est-à-dire que vous aide à faire la cartographie de vos actifs, la partie scan de vulnérabilité donc de vos actifs. Après, vous pouvez renseigner vos critères métiers pour vos différents actifs, donc vos enjeux d'exposition, aussi contraintes de disponibilité, intégrité et confidentialité. Et derrière, dans ce cas-là, la partie priorisation, en fait, on s'en charge pour vous. C'est-à-dire que la partie priorisation, on trace exactement ce que je viens de vous indiquer de manière automatique pour vous. Après, ça vous permet de prendre des décisions et d'agir au niveau des machines si vous le souhaitez. Et l'idée, c'est vraiment de vous aider à identifier, en fait, ce qui compte dans le système d'information. Et d'ailleurs, pour, la petite histoire, le fameux score EPSS, on est aussi compatible avec, c'est-à-dire qu'on le donne aussi dans CyberWatch pour les clients qui souhaiteraient déjà faire cette analyse. Et c'est pas inintéressant, c'est juste après, on comprend que c'est encore un petit peu neuf, donc c'est pour ça qu'on le pousse pas trop aujourd'hui dans notre documentation. Ce qui est important, par exemple, vraiment prioriser les vulnérabilités purement sur la base des scores fournis par les autorités ou alors purement sur des scores qui sont liés à leur utilisation dans le monde, ça vous donnera des résultats limités. Ce qu'il faut, c'est aussi prendre en compte vos critères à vous de fonctionnement. C'est en fait, est-ce que, vos actifs sont exposés ou pas et est-ce que vous avez des contraintes fortes dessus ou pas? On fait là donc la projection du mitre attaque aussi, je vous le ferai après dans la petite démonstration et l'intérêt, c'est que ça vous permet donc de regarder le chemin d'attaque d'un système d'information et de vous projeter dessus. Le logiciel CyberWatch, donc qui permet de faire l'industrialisation de tout ça, eh bien, vous pouvez le déployer donc dans votre environnement, c'est-à-dire qu'on peut déployer CyberWatch en mode complètement on-premise, donc déployer sur des machines virtuelles que vous gérez vous, soit chez vous, soit dans un environnement, cloud. C'est-à-dire, par exemple, on a des clients qui nous déploient sur du Scaleway, sur du OVH, sur du Outscale pour la partie Cocorico. Après, on a des clients moins Cocorico qui, eux, vont plutôt mettre sur du AWS, du GCP et cetera, il y a pas de souci. On a aussi des clients justement dans les systèmes de santé qui nous utilisent parce qu'en fait, ils font appel à CyberWatch dans le cadre d'un programme, France Relance aussi. Et après du coup, nous, notre métier, c'est de faire le scan avec ou sans agent sur votre système d'information et de faire le tracé comme ça. Si jamais je peux vous montrer rapidement, donc ça, c'est la version 12 de CyberWatch qui sera d'ailleurs présentée dans un autre webinaire, à savoir jeudi d'ailleurs à 11h. En fait, si jamais je vous montre très brièvement à quoi sert la partie priorisation et comment ça se matérialise chez nous justement. Donc si jamais je prends mon système d'information, par exemple, de démo ici, en fait, je peux cliquer sur exporter et en fait, je peux cliquer sur matrice Mitre-Attaque et en fait, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que toutes les vulnérabilités de tous mes actifs vont être projetées sur la matrice Mitre-Attaque et après ça me représente donc mon chemin d'attaque, comme ça avec un gradient qui va du jaune, là où j'ai un peu de techniques d'attaque utilisables, à rouge pour les techniques qui sont les plus utilisables sur mon système d'information étudiant. Comme dit tout à l'heure, ça vous permet de tracer un chemin de gauche à droite potentiellement, mais nous, la recommandation, c'est vraiment de comparer par rapport à une menace existante. Et donc ici, par exemple, vous pouvez dire: moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple le Ryuk. Je tape Ryuk et là, en fait, j'ai les menaces qui s'en servent, donc Wizard Spider, ou alors si j'ai le logiciel Ryuk et je vais pouvoir regarder si j'ai beaucoup de recouvrement ou pas entre la partie Ryuk et mon système d'information. Et quand j'ai des cases qui sont recouvertes comme ça, en fait, soit je me dis: «Oh là là, en fait, j'ai des problèmes», ce qui est une possibilité, mais on voulait pas s'arrêter là. Soit en fait, je peux cliquer et dans ce cas-là, après, je peux aller voir justement les vulnérabilités correspondantes et là, après, dans ce cas-là, je vois toutes les vulnérabilités qui sont liées à cette technique d'attaque-là et qui sont présentes sur mon système d'information et après je peux lancer mon plan d'action puisque je peux voir par exemple que cette vulnérabilité qui vaut 7,8 sur 10 en score de base, j'espère que vous avez retenu la petite différence entre les scores de base et les scores complets. Et après, on va en fait vous indiquer les actifs qui ont la vulnérabilité. Et d'ailleurs, en fait, vous verrez que sur certains d'entre eux, on met une petite cible. Et quand il y a la petite cible, ça veut dire que la vulnérabilité, en fait, elle est prioritaire sur cet actif-là. Alors que quand il n'y a pas, c'est-à-dire que a priori, elle n'est pas si grave que ça. Donc ça on vous met en fait les vulnérabilités et là où elles se trouvent à traiter de manière prioritaire. Donc je vous ai montré la partie Mitre attaque et là en fait ce que je suis en train de vous montrer, c'est la partie utilisation du score CVCS version 3.1 et comment on gère justement la partie est-ce que la vulnérabilité elle est prioritaire ou pas? En fait, je peux créer des stratégies d'analyse, hop, que nous on appelle donc des criticités
Et en fait, ça vous permet de dire alors vous retrouverez d'ailleurs de manière préconfigurée, vous retrouverez les 3 stratégies que je vous recommandais tout à l'heure, à savoir basse, moyenne, élevée avec le fameux seuil à 7,5. Et en fait, vous pouvez aussi créer d'autres stratégies en disant, bah, par exemple, exposition faible plus confidentialité élevée. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir mettre confidentialité élevée, intégrité basse, disponibilité basse. Donc là, c'est mes enjeux si mais je veux un petit peu revoir le tout. Et en plus, donc ça, c'est une petite nouveauté d'ailleurs de notre logiciel, pour les personnes qui utilisent déjà notre produit, qui ont peut-être pas vu cette partie-là. Vous pouvez cliquer sur paramètres avancés et là, vous allez pouvoir représenter l'exposition réseau de votre actif. Ça vous permet de dire, bah, en fait, c'est un actif qui est totalement isolé de tout. Vraiment, c'est une boîte posée comme ça chez moi. Donc dans ce cas-là, je vais dire, je vais plafonner toutes les vulnérabilités à un niveau d'accès physique. Ou alors, c'est un actif qui est exposé, mais à un réseau vraiment très local. J'ai pas du tout ça. Dans ce cas-là, je vais mettre local ou alors vous allez pouvoir dire il n'est pas exposé en frontal sur internet, mais il est exposé en fait à un réseau qui est juste derrière celui qui est frontal, donc techniquement il y a un accès. Vous allez aussi pouvoir représenter ça et ça. Après quand vous appliquez cette stratégie de priorisation sur vos actifs, en fait ça va changer les résultats et ça va faire apparaître plus ou moins de vulnérabilité sur le sujet. Dernier point, puisque j'ai parlé de l'EPSS, ici, vous voyez en fait qu'effectivement CyberWatch montre le score EPSS et en fait vous pouvez faire après des tableaux de bord, notamment avec une technologie qu'on aime bien qui s'appelle Kibana. En fait, vous pouvez faire des tableaux de bord Kibana sur la partie EPSS, ça vous permet en fait de faire des calculs derrière sur tout ça. Donc je vais voir si jamais alors là j'ai pas d'éléments, tout prêts sur le sujet, je vais voir si jamais j'en avais préparé un, sinon je pourrais peut-être vous montrer le tout. Non, j'ai pas. Mais en fait, pour, résumer en fait la partie avec l'EPSS, hop. Voilà, en fait, je peux en fait faire des liens sur le tout. Hop, alors je vais vous montrer. Voilà, et alors par contre, ce que je vais plutôt utiliser, je vais faire un diagramme. Touc. Voilà, je vais mettre le nom des actifs. Voilà, et en fait là, ça me permet de mettre en avant. Donc après, je vais faire une somme. Voilà, et en fait là, ça me permet de mettre en avant tout simplement. Donc les, en fait, ça me permet de mettre en avant les actifs dont la somme du score EPSS est la plus élevée. Et en fait, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, je disais qu'en fait, ça permet vraiment de mettre en avant certains actifs par rapport à d'autres. Et effectivement, on voit qu'en fait, j'ai un actif là qui a une somme de tous ces scores EPSS à 311. Là où on voit qu'il y en a plein qui sont plutôt à 15, 10 et tout. Donc le PSS est vraiment bien pour mettre en avant des machines, bah, entre guillemets, qui mériteraient vraiment votre attention comme ça. Alors j'ai une autre question de Jean-Louis sur: «Est-ce que le score modifié avec ces paramètres apparaît sur le CV dans la base de vulnérabilité?» Donc la réponse dans ce cas-là, c'est en fait, le score modifié, il apparaît ici. En fait, le score ici, on voit par exemple 7,6 alors que le score ici, il est à 7,8. Ça, c'est le score de base et après pour chaque actif, on indique en fait, on indique le score contextuel, mais on l'indique sur un actif. Parce qu'en fait, le score modifié donc a du sens quand on fait la liaison entre une vulnérabilité et un actif uniquement. C'est pour ça qu'on le met en avant comme ça. Si je montre une autre, machine, par exemple celle-ci, en fait, on voit que là, la vulnérabilité, elle vaut 9,8 et en fait, si je passe la souris dessus, on voit qu'elle vaut 9. Score contextuel ici 9,3. C'est-à-dire qu'en fait, pour 2 vulnérabilités qui ont le même score de base, 9,8 sur 10, on voit qu'il y en a une qui vaut 9,3 et l'autre qui vaut 9. Et en fait, on pourrait se dire: «Mais dans ce cas-là, d'où vient la différence?» C'est qu'il y en a une qui a pas de kit d'attaque, tandis que l'autre, elle a un petit kit d'attaque. Et en fonction d'ailleurs du niveau du kit d'attaque, on va pas avoir le même score. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit 9,3 sur 10 et là 9,6 sur 10. Ça, c'est que finalement, en fait, Stybridge calcule tout seul. En fait, c'est que Stybridge calcule tout seul la partie score template, c'est-à-dire qu'on fait une veille pour vous sur les kits d'attaque qui sont publiquement disponibles pour regarder, bah, en fait, comment les utiliser et tout. Et si jamais, en fait, il y a des kits d'attaque qui sont très faciles à utiliser, bah, en fait, dans ce cas-là, le score va être plus élevé. Et le score environnemental, ça, c'est la partie avec, les petits critères sur les exigences et tout que je vous montrais juste avant. Et effectivement, Jean-Louis, donc c'est aussi des informations qui sont récupérables, dans l'API normalement, c'est-à-dire qu'on a rajouté normalement ces données-là. Donc la documentation de l'API d'ailleurs, je remets
Outlook. Mais en fait, donc la documentation de l'API, normalement, en fait, là-dedans, il y a la partie, sur la partie sur tout ce qui est contextualisation des vulnérabilités, normalement, il y a le score comme ça qui est aussi indiqué. Par contre, je sais plus s'il faut aller voir sur la route d'une vulnérabilité ou la route d'un actif, mais en fait, pour résumer, c'est vraiment sur soit un actif, soit la vulnérabilité qu'on indique, bah, les scores contextuels, parce que c'est vraiment des calculs qui ont le sens que quand on a une vulnérabilité sur un actif, c'est-à-dire qu'une vulnérabilité en tant que telle, le score par exemple qui fait foi au niveau international, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on met 9.8 et le score contextuel seulement en infobulle, le score contextuel qui fait foi, c'est le score de base. Le score contextuel de base, enfin le score, pardon, de base, pardon, désolé, maintenant j'ai fourché. Le score de base, c'est le score fourni par les autorités, et donc on l'indique, et après on donne aussi le score contextuel pour chacun des actifs. Donc voilà un petit peu. Donc tout ça pour dire que dans les systèmes d'information de santé, en fait, si jamais vous voulez passer à une approche un petit peu, moderne sur la priorisation, déjà, en fait, une approche moderne, simple, c'est d'utiliser le score CVSS version 3.1 complet. Déjà, rien que ça permet de faire une approche très propre sur l'analyse des risques, et en fait, si mais par exemple vous avez donc, cette méthode-là qui montre qu'il y a des vulnérabilités très graves qui affectent des équipements biomédicaux, bah, vous êtes en légitimité derrière d'aller voir l'éditeur en disant: «Là, c'est un peu abusé, j'aimerais bien quand même avoir de l'aide pour, traiter le sujet». Si vous voulez aller encore un peu plus loin, vous pouvez utiliser la méthode MITRE-ATT/CK, et cette fois-ci, dans ce cas-là, dans un système d'information de santé, l'intérêt, c'est si jamais vous chargez dans le MITRE-ATT/CK pour faire vos analyses de ce que vous avez par rapport à une menace, si jamais vous prenez en termes de menaces, des menaces, bah, qui sont actives dans les systèmes d'information de santé. Donc, vous pouvez après regarder tout ça. J'espère que la présentation a été intéressante. Si mais vous avez d'autres questions, bah, avec grand plaisir. Donc là, justement, je vois qu'il y a une autre, question. Pour un opérateur, ne devrait-on pas avoir l'inverse, disons des scores contextuels et si nécessaire, le score de base? Excellente question, effectivement, Jean-Louis. En fait, nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que faire ça, ça ne marche qu'avec les personnes qui ont un super niveau en sécurité informatique, sinon ça crée de la confusion. Je m'explique. En fait, si jamais je prends une vulnérabilité, par exemple, quelconque, hein, si jamais je prends une vulnérabilité donc qui est présente dans le système d'information, hop, alors on va voir, est-ce que voilà, là elle est présente sur plusieurs machines, donc c'est génial. En fait, si jamais je prends donc ces 2 machines-là, et en fait ce qu'on voit c'est que j'ai la CVE ici qui est la même. La première CVE c'était les mêmes. En fait ce qui se passe c'est que si jamais je donne des scores différents là-dedans, je me retrouve avec, en fait si mes informations de base c'est un score un peu qui varie donc d'un actif à un autre. En fait, il y a un effet un petit peu guirlande de Noël. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un effet où tout est trop dynamique, et en fait, ça fait qu'on s'y perd parce qu'en fait, ça veut dire que sur un actif, pour une même vulnérabilité, je vais avoir un score par exemple à 9, sur un autre, un score à 9.8, et après quand je vais aller sur la fiche de la vulnérabilité, je vais avoir encore une autre valeur, et en fait, ça a provoqué plein de questions quand on en parlait avec, les utilisateurs, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le choix, ça a été plutôt d'avoir le score qui fait foi au niveau international, c'est-à-dire le score de base du CVSS qui est fourni par le NVD, et que les informations sur les scores contextuels se soient plutôt fournies pour les utilisateurs un peu plus avertis qui peuvent soit récupérer l'information donc par API, soit d'ailleurs dans nos rapports CSV, soit en passant la souris dans l'interface. Mais vraiment, en fait, c'est parce que sinon, on avait besoin d'expliquer sans arrêt pourquoi c'était comme ça, parce qu'en fait, les gens connaissent pas encore assez le CVSS version 3 complet. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un petit peu d'évangélisation là-dessus. Donc pour résumer, c'est par souci de faciliter l'utilisation du logiciel qu'on a vraiment fait ce choix-là d'afficher le score de base par défaut et les scores contextuels comme données secondaires qui sont disponibles pour les utilisateurs un peu plus avertis. Hop. Alors l'info contextuelle en dehors de l'infobulle, on y réfléchit parce qu'en fait, une des grandes avancées du logiciel, dans, en fait, la version donc, 12.0 qui va sortir, c'est qu'en fait, on va vous permettre de choisir ce que vous voulez afficher ou pas. Je vous montre un petit peu, c'est là, j'ai des onglets, et en fait, je vais pouvoir afficher plein de choses. Et en fait, ça, c'est quelque chose, cette approche-là, on va l'approche personnalisation des colonnes, en fait, c'est une approche vraiment qu'on va avoir un peu partout dans le logiciel. C'est-à-dire que là, par exemple, si je dis: «Je veux presque rien afficher», je peux. Et donc, si jamais, par exemple, on a des clients qui disent qu'ils veulent vraiment, 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 vraiment afficher le score contextuel directement dans l'interface, ça sera plus facile de le proposer en mode: «Si vous êtes sûr que ça va pas vous poser de problème, on pourrait réfléchir.
alors qu'aujourd'hui, par contre, c'était pas encore possible dans notre version 11.5.4 du logiciel. Donc la version 12.0, par la partie, personnalisation, nous permettra d'aller plus loin. Par contre, si vous avez toujours besoin aujourd'hui là de faire des exports, en ce sens et des analyses en ce sens, normalement, c'est déjà disponible aussi dans les rapports CSV, hein. C'est-à-dire qu'il y a déjà les informations comme ça, massives présentes avec le score contextuel dans nos rapports CSV. Et donc ça vous permet d'avoir la vision globale aussi justement comme ça. Alors, là, merci Bruno pour, le retour aussi. Il y a aussi une autre question d'Élodie, c'est comment cette analyse peut être compilée, comment cette analyse compilée, donc la partie Mitre-Attack, j'imagine, peut-elle s'intégrer à la méthodologie EBIOS? Et ben, en fait, la méthode EBIOS, elle repose sur, une analyse déjà des menaces aussi qui sont probables. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire la bonne approche EBIOS plus le Mitre-Attack, le mieux, c'est est-ce que en fait, on peut faire un lien au niveau de la partie menace? C'est-à-dire que si mais la partie EBIOS dit: «OK, moi, en fait, j'ai peur que tel groupe, enfin, par exemple, qu'un groupe, cybercriminel s'en prenne à mon système d'information». Si mais ça, c'est une des données d'entrée de la méthode EBIOS. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'avec la partie Mitre Attack, on pourra régulièrement voir si jamais si mais en fait, un groupe, par exemple, qui vise en ce moment les systèmes d'information de santé, va pouvoir m'attaquer. Donc le Mitre Attack va permettre d'évaluer la vraisemblance, en fait, de la partie utilisation d'une menace ou enfin, événement redouté dans la partie EBIOS. C'est-à-dire que c'est des éléments assez différents et bio, c'est plutôt pour de la gouvernance, alors que là, on est plutôt sur des analyses techniques. Mais en tout cas, le lien qui est un peu évident entre les 2 et qui permettrait vraiment de travailler de manière conjointe entre EBIOS et Mitrattack, c'est la partie EBIOS. Je définis un scénario redouté, un événement redouté et Mitrattack, est-ce qu'en fait, cet événement redouté a effectivement beaucoup de chances de se produire en ce moment en regroupant tout simplement, en exposant tout simplement une menace. Donc, par exemple, comme une menace APT. Donc, tout à l'heure, je faisais avec, par exemple, APT 31. Est-ce que APT 31, effectivement, a des chances d'être utilisé contre moi? Si oui, c'est-à-dire que cet événement redouté a priori des chances de se produire. J'espère donc que ça répond aussi à votre question. Et puis, il y a aussi une autre question de Patrick. Donc, pour No War X Replay, la réponse est oui. Le replay sera envoyé aussi avec les slides d'ailleurs à l'ensemble des participants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et ben, dans ce cas-là, simplement pour rappeler que ce webinaire était organisé avec la CAIH et notamment, en fait, parce que nous sommes référencés au catalogue Elodie de la CAIH. Et donc, l'ACH organise régulièrement des webinaires avec l'ensemble de ses adhérents. On est ravis de participer à ces opérations avec l'ACAIH et donc, ça fait que pour les personnes, en fait, qui travaillent dans, des établissements de santé qui sont adhérentes, donc du CAIH et bien, ça permet de fluidifier aussi la partie marché liée à l'acquisition d'une solution comme la nôtre. On est aussi éligible donc au programme France Relance et on sera ravis de répondre à toutes vos questions si vous en avez après. Je mets mon email. Voilà. Si jamais vous écrivez là-dessus, je vous répondrai directement avec grand plaisir. On va vous envoyer donc tous les éléments, par email aussi, donc avec le replay plus les slides. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, on est une société française. On l'est encore plus maintenant qu'on a été racheté par Framatome qui est aussi dans le groupe EDF. Et donc, on travaille beaucoup avec, des établissements également de santé et donc vous avez nos coordonnées ici, vous avez même mon email direct, dans le chat. N'hésitez pas à nous solliciter pour tout complément. J'espère que c'était intéressant, j'espère que vous avez appris des choses et puis, à très bientôt j'espère. Bonne journée.